Salut tout le monde, épisode numéro 12 du podcast de Hockey sur demande, toujours en compagnie de Stéphane Grenier d'Entre-Chums. Salut Stéphane. Salut Max, comment ça va? Yes, ça va bien. Avant de commencer, évidemment, on vous souhaite une belle année 2022 en espérant que ça ira mieux que 2021. Mal parti, mais on va espérer. Ouais, c'est ça, mais bon, on est juste le 6 janvier, encore de l'espoir. Il reste encore beaucoup de temps en 2022 pour qu'on vire les choses de bord. Exact. On va essayer de vous divertir le plus possible avec nos podcasts en attendant. Tout d'abord, gros merci à tous ceux qui nous suivent aussi là, en partant. Donc, en espérant que notre fanbase va grossir un peu plus cette année, on va le souhaiter. Yes. Donc, voilà, nos souhaits sont lancés. Maintenant, on va passer aux choses plus sérieuses, c'est-à-dire le contenu du podcast. Évidemment, on ne change pas une formule gagnante. On commence toujours par le segment coup de cœur, coup de pied. On y va avec quelques sujets dans la LNH et on va closer ça avec le segment sur réception où Stéphane va me poser des questions cette semaine. À mon tour, tabarouette. Bien hâte de voir quelles seront les questions en... je dis les questions en question. Ça fait pas mal de questions au pied carré, ça, Stéphane. Hein? Ouf! Ça starte ça fort 2022. 2022, oui. Bon, fait qu'on va y aller avec le coup de cœur et coup de pied. Je vais te laisser l'honneur pour le coup de cœur de ce qui t'a retenu l'attention dans les dernières semaines, vu qu'évidemment, ça faisait 2 semaines qu'on ne s'était pas parlé. Yes. Donc, vas-y. Yes, écoute, je l'ai changé à la dernière minute. On s'est parlé un peu avant le podcast. Évidemment, notre sujet numéro 1 a arrêté mon coup de cœur. Une nouvelle de dernière heure de hier. Je pense que tout le monde sait un peu de quoi on parle, mais je vais y aller avec la lettre de Jocelyn Thibault à tous les hockeyeurs québécois qui a fait un petit peu avant le jour de l'an, je pense. Là, je me semble, si je me rappelle bien, c'est le 31 ou justement le 1er janvier. Donc, je trouve ça émotif. C'est le fun de voir que un nouveau président de Hockey Canada, Hockey Québec, on savait que c'était une personne qui était humaine, on savait que c'était une personne qui était honnête. Mais je pense que cette tête-là, moi, je l'ai lu à mes enfants, c'est niaiseux, mais les deux étaient vraiment contents. Puis je pense qu'on l'a vu émotionnellement, les jeunes, on en parlait un petit peu, là, les podcasts, là, une couple de semaines, comment que Hockey Québec, c'est difficile pour nos jeunes hockeyeurs présentement, puis qu'on essaie d'avoir un bon environnement pour eux autres. Mais je pense qu'on vient de voir encore une fois que ça va changer, puis qu'on s'en va vers la bonne direction. Fait qu'un gros coup de cœur à Jocelyn Thibault puis à l'association du hockey québécois. Là, je pense que ça a fait du bien. Puis mes enfants, même si, écoute, 8 puis 10 ans, ils auraient pu s'en balancer, mais les deux ont pris le temps de l'écouter puis de la lire. Puis si moi, ça fait une différence à la maison, on espère que ça fait une différence pour les autres jeunes à travers le Québec. Effectivement, j'ai pas eu la chance de la lire encore, cette petite-là. Je vais aller me claquer ça tantôt, parce qu'on va terminer le podcast. Moi, de mon côté, je vois quand même at large. Là, c'est la progression des femmes au niveau du hockey en général. Oui. On va parler tantôt de Chantal Maccabé. Évidemment, c'est la grosse nouvelle là, qui a retenu l'attention dans les derniers jours. Mais également, Elisabeth Manta, qui était la première femme à arbitrer un match de la LHJMQ aussi tout récemment. Donc, de plus en plus, les femmes là, qui prennent plus de place. Puis il était temps aussi. Là, on dit toujours que dans le passé que le hockey, c'est un sport de gars, mais c'est pas vrai. Il y a plein de filles qui s'intéressent au hockey, puis on le voit là, présentement. Puis on va espérer que, oui, là, présentement, on voit des arbitres qui gravitent, là, qui commencent à faire leur classe. Mais moi, j'espère de tout cœur qu'à un moment donné, ça va être le hockey féminin en général qui vont prendre une grosse place, puis qu'il y a des jeunes joueuses qui pourront avoir le même rêve que les garçons, puis dire, hey, plus tard, je vais jouer dans une grande ligue, puis je vais être payé pour faire ça. J'ai hâte au jour que cette ligue-là va apparaître. Peut-être dans quelques années, sait-on jamais. Mais non, honnêtement, là, on est sur une bonne voie là, pour la progression du hockey au niveau féminin, mais aussi des femmes en général là, dans ce sport-là qui a été tellement longtemps étiqueté un sport de gars, mais que ça a été faussement étiqueté selon moi. Ah, je suis d'accord avec toi, puis je pense que le hockey féminin prend de plus en plus de place. Je pense que les amateurs aussi sont de plus en plus intéressés, je cherchais le mot, intéressés par le hockey féminin. C'est pas juste le hockey lent et pas de plaquage d'avant. Oui, c'est un hockey un petit peu plus différent, évidemment, c'est des femmes, puis on veut pas non plus qu'ils se tapent sa gueule sur la glace. C'est pas ça le but ici. Mais je pense qu'il y a des excellentes joueuses de hockey dans le nord-américaine, puis il y en a de plus en plus en Europe qui se développent aussi. Je pense qu'il y a de plus en plus d'argent à mettre là-dedans. Et je pense que ça va venir avec, comme on a dit la dernière fois aussi dans d'autres podcasts, ça vient avec un sport de la Ligue nationale de hockey, puis c'est correct, mais il va falloir aussi qu'il y ait des investisseurs puis qu'il y ait des gens qui s'intéressent. Puis écoute, tant mieux si les Olympiques apportent ça, mais je pense qu'une Coupe du Monde à chaque année, ça l'aide aussi. Je pense qu'il faut juste continuer à promouvoir. Il faut continuer que les réseaux de télévision aussi soient prêts à y aller. Puis il faut qu'ils y aillent aussi, même donner un peu de sous à ces ligues-là pour aider. Puis évidemment, mais on en parle toujours, mais il y a une ligue qui se créer nord-américaine pour les femmes. Ça va-tu se faire d'ici 1, 2, 3, 5, 10, 15 années? On va espérer que c'est le plus rapidement possible, comme tu dis. Mais je pense qu'on s'en va vers le bon point.
Sinon, pour ton coup de pied, vers quelle direction tu t'en vas? Écoute, je vais avec, je sais pas si tu as vu ça, c'est Rick Westhead qui a parlé de ça hier, en fait, au niveau de son Twitter. Écoute, la Ligue nationale va poursuivre pour 1 milliard de dollars 5 compagnies d'assurance. Donc, c'est mon coup de pied. Pourquoi? Parce que je ne peux pas croire qu'en 2020-2021, on savait avec les problèmes de la pandémie que ces compagnies d'assurance-là n'ont pas fait le lien, n'ont pas aidé la Ligue nationale au niveau des revenus. Donc, tu sais, si je vois rapidement, là, c'est Factory Mutual Insurance Company, Cincinnati Insurance Company, Star Surplus Line Insurance Company, Lexington Insurance Company, puis Federal Insurance Company qui sont liés à ça. Donc, c'est 5 compagnies d'assurance qui vont être poursuivies en cours pour 1 milliard. Pourquoi? Parce que la Ligue nationale a dû euh, annuler des matchs, annuler un calendrier quasiment au complet. Au lieu de jouer 82, on joue 56. Il y a eu des périodes d'adaptation. Il a fallu que je change le système de chauffage, des nouvelles baies vitrées, des nouvelles affaires. Puis ces compagnies d'assurance-là n'ont pas livré le marchandise. Donc, je trouve ça plate. En même temps, donner un coup de pied un peu aux compagnies d'assurance, mais il faut se rendre compte que la Ligue nationale n'est peut-être pas une grosse ligue encore, même si c'est une grosse ligue. Ça nous met un petit peu une bémol là-dessus. Ça ne serait pas arrivé dans la NFL, dans la NBA, dans la MLB, je pense. Mais je pense que la Ligue nationale fait bien de faire cette poursuite-là. Puis, thumbs down pour ces compagnies-là. Écoute, fallait mettre le pied en avant de l'autre puis arriver avec les meilleures solutions ou aider financièrement. On sait très bien que la Ligue nationale a de l'argent en masse pour remettre cet argent-là. De toute façon, c'est pas comme si c'était une ligue qui faisait pas dessus. Non, effectivement. Moi, de mon côté, bien, c'est un peu pas dans la même veine, mais ça parle un peu du COVID parce que moi, mon coup de pied en général, c'est le COVID qui a Oh, oui. ruiné mon championnat du monde de hockey junior. Épouvantable. Ah, ça, je l'ai pris dur pour vrai. J'ai pas pleuré là, pour ça, mais tu sais, le hockey junior, c'est tellement le meilleur hockey qu'on peut voir. Puis le championnat du monde de hockey junior, c'est la crème, là, la crème de la crème. Puis, tu sais, on a entendu à gauche puis à droite là, que ce serait les personnes qui organisaient le tournoi, que c'était un peu boboche parce que les joueurs étaient un peu, tu sais, côtoyaient d'autres personnes. Il y avait, je pense qu'il parlait qu'il y avait un mariage, qu'il y avait des joueurs qui étaient dans un même hôtel que des invités dans un mariage, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est pas mal tout ça, mon coup de pied, là, je veux dire. Je pense qu'on aurait pu euh, réussir à tenir ce tournoi-là, mais je pense qu'il y a eu peut-être une certaine négligence à certains endroits. En partant, est-ce que les partisans auraient dû être admis? Bon, ça, c'est un autre dossier qu'on peut aussi Ouais. discuter, mais tu sais, l'an dernier, ils ont été capables de le faire à huis clos, le championnat du monde. Je pense qu'ils auraient pu être capables de le faire encore une fois cette année. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné cette fois-ci? Bon, comme j'ai mentionné, peut-être un peu de négligence. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qu'on n'est pas au courant puis, et tout ça? Mais le résultat final, c'est que malheureusement, on a dû canceller le championnat du monde de hockey junior au beau milieu du tournoi. En fait, on ne l'a pas fait avant, c'est vraiment en plein milieu du En plein tournoi. milieu. Puis je trouve que ça fait un peu broche à foin là, de canceller ça de même. Mais bon, je sais qu'on n'a pas le choix, c'est vraiment la sécurité qui prime et tout ça. Mais je pense qu'on aurait pu être en mesure de présenter ce tournoi-là en étant plus sécuritaire. Puis Ouais. malheureusement, ça n'a pas été le cas. Puis à cause Ouais, de je ça, pense ben, que. il y a plein de joueurs qui rêvaient de représenter leur pays. Ben, just too bad. Ouais, puis tu sais, on a un bel exemple. L'Alberta, c'est différent du Québec. Puis on est peut-être trop sur la défensive ici, mais là-bas, ils sont pas assez. Donc, il y a juste le milieu à avoir. Je pense que ça, c'est toutes des opinions personnelles. Mais tu sais, le COVID, c'est très personnel. Mais oui, ça aurait pu être mieux accordé. Puis je me souviens pas de. Je pense que c'est les Tchèques, mais le gardien de but aussi. De faits virulents sur Twitter disant que c'était free for all, qu'il n'y avait rien organisé, que c'était une catastrophe. Puis l'année passée, justement dans la bulle, ça avait été bien organisé. Donc, je pense qu'on pensait être à la normale. Je pense qu'on s'est fait avoir par Omicron. Puis je pense que le championnat junior a passé pour une belle gang de tata présentement. Mais en tout cas, j'ai vu passer d'un bord puis de l'autre que ça reprendrait peut-être un petit peu plus tard. Mais je pense qu'il va falloir que l'organisation soit un petit peu plus haute, là, effectivement, là, parce que c'est plate pour des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui briment ou que ça va être juste seulement leur seul moyen de faire peut-être proche Ligue nationale ou jouer avec des joueurs proche Ligue nationale. C'est pas tout le monde de ces équipes-là dans tous les pays qui font Ligue nationale. Donc, effectivement, c'est un. Moi aussi, je l'attendais. J'étais vraiment excité. On a fait notre pool ensemble en plus. Je t'avais donné des conseils et tout. Donc, j'étais vraiment excité par rapport à ça. Comme bien d'autres mondes, surtout qu'est-ce qui s'en venait au Québec. On savait qu'on serait probablement confiné ou que ça serait difficile comme moment des fêtes. Donc, on s'est juste fait enlever l'herbe sous le pied, comme d'habitude. Ouais, mais bon, j'ai vu moi aussi l'annonce qu'il allait peut-être reporter ça, puis qu'en plus, il allait pouvoir resélectionner leurs joueurs et tout ça. Ouais. Tu sais, c'est comme, voyons, là. On en refait un, c'est une T'as fait, boboche tu coin de sais, rendu table. là, recommence là du début, là. Tu sais, tu peux pas reprendre le championnat où tu étais,
en changeant tes joueurs à gauche et à droite. Non, Ça fait pas de sens, là, selon non, moi. Mais bon, regarde, on verra bien ce qui on va se verra bien. passer à ce niveau-là. Mais j'ai trouvé ça vraiment plate là, de ne pas avoir accès à ce tournoi-là cette année. C'est tellement un beau tournoi en plus. Mais bon, Ah oui, tellement. comme tu dis, ici, on est peut-être trop avant-gardiste. Là-bas, je pense qu'ils ont peut-être sous-estimé l'effet d'Omicron en Totalement. Alberta. Totalement. Mais bon, regardons, quand même qu'on déverse notre fiel pendant 15 millions de minutes, je crois que ça ne changera pas tant grand-chose Non, en bout de ligne. effectivement. Mais bon, je voulais juste exprimer un peu ma frustration. Sinon, si on retourne dans le côté positif, on va commencer le podcast officiellement avec là, un sujet de l'heure, là, évidemment. Là, Oh, le oui. Canadien qui a annoncé, c'est avant-hier, je crois, qu'il a annoncé que Chantal Machabit est maintenant vice-présidente de les communications chez le CH. C'est hier Une vers nouvelle midi. qui a été accueillie. Écoute, comme plusieurs disent là, sur les réseaux sociaux, je pense que c'est la Unanime. seule nouvelle que le Canadien a annoncé, que ça a été unanime comme ça. Puis avec raison. Effectivement. Avant Oh, d'y aller avec mes commentaires, je vais y aller avec les tiens. Qu'est-ce que tu penses de cette annonce-là? Qu'est-ce que tu penses que ça va changer? Qu'est-ce que ça va apporter? Ton analyse complète là, de cette. Écoute, ce que j'aime de cette nomination-là, c'est que personne ne l'a vu venir. Fait qu'on n'a pas pu avoir personne qui en a parlé. Puis ce qu'on a appris aussi par Chantal Machabit elle-même, c'est qu'elle avait été demandée déjà 2 ou 3 fois, 1 ou 2 fois, je veux dire, avant, puis elle avait dit qu'elle était bien à RDS, puis qu'est-ce qu'elle faisait. Puis je pense que, tu sais, un moment donné, pour Chantal, pour Mme Machabit, la seule différence, c'est que là, on a un train de vie peut-être un petit peu plus rythmé à prendre l'âge, puis je pense qu'elle va peut-être avoir quelque chose de plus stable. Puis je pense que c'est une super bonne décision. C'est une fille ou une femme, pardon, qui a le cœur, le CH tatoué sur le cœur, qui connaît les joueurs depuis quoi, 32 ans qu'elle a passé à RDS, 38 ans dans les médias. Elle a fait plein de nouvelles choses. C'est elle un peu qui a mis les femmes sur la map au niveau du journalisme au Québec, en tout cas sportif. Donc, c'est une super belle nomination. Je suis très content pour l'organisation, mais pour elle en même temps. Je pense que, comme elle a dit dans ses points de presse ou dans les périodes de presse qu'elle a eues avec RDS ou TVA Sport ou peu importe, là, elle avait changé l'image. On a peut-être vu que finalement, c'est un peu du laisser-aller qu'on avait avant, puis ça fait quand même depuis une couple d'années qu'on n'a pas accès aux joueurs, on n'a pas accès à plus de visibilité au niveau du Canadien, puis je pense qu'avec elle, ça va changer. Même si ça ne fera pas la même job que M. Wilson faisait avant, elle va quand même chapeauter au niveau des communications du Canadien. Je pense que c'est une bonne affaire. C'est une fille des médias, c'est une fille qui connaît les réseaux sociaux, c'est une fille qui est habile avec les réseaux sociaux en plus, c'est une femme aussi qui est très bonne en médias, donc une des meilleures qu'on a jamais eues. Et puis, c'est une fille qui a laissé sa trace partout ce qu'elle a été. Donc, moi, je pense que ça va être une nomination unanime. Là. Tu vois, tous les commentaires sont bons. Il n'y a pas personne qui a haï Chantal Machabit. Peut-être dans ses débuts, mais plus maintenant. Il n'y a pas un joueur non plus qui la déteste. La seule bémol, puis c'est une question qui a été posée, puis c'est une question qui est posée un peu ailleurs. Comment que les joueurs vont voir Chantal maintenant en tant que patronne et avant elle était journaliste. Donc, c'est pas la même game, mais elle a assez plus d'affaires que bien du monde sur tous ces joueurs-là. Mais je pense que pour les Québécois, pour les amateurs surtout, puis pour notre Canadien, ceux qui trippent Canadien depuis 40, 50, 60 ans, ils ont connu les belles époques. Parce que les joueurs, ils pouvaient aller au bar sur le côté puis faire signer des autographes. Et ça se faisait plus. Je pense pas que ça va être aussi pire avec Chantal, mais je pense qu'avec Chantal, on va peut-être plus visible, plus facile, surtout de parler à elle. Parce qu'on avait de la misère à faire avec Mme Bélanger avant, puis surtout Jeff Molson, c'était pas des personnes qu'on entendait souvent parler. Encore moins Marc Bergevin, là, il se cachait dans son bureau 380 jours par année. Donc, ça va changer. Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour le Canadien, mais surtout une très bonne nouvelle pour nous autres. Pour nous autres, les gars qui font des podcasts, on va avoir plus de nouvelles et plus de choses comme ça. Puis, je lui souhaite bonne chance. Écoute, 32 ans RDS, c'est une grande dame, puis elle mérite totalement cette position-là. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a mentionné, c'est une ancienne journaliste, qu'elle connaît c'est quoi l'autre côté de la médaille, ce qui n'était pas nécessairement le cas des personnes qui étaient là auparavant. Puis, je ne veux pas lyncher personne, là, c'est pas le but, mais elle sait c'est quoi d'être l'autre côté de la médaille. Puis, tous les journalistes sur les réseaux sociaux ont mentionné qu'il y avait vraiment un gouffre entre l'équipe et les journalistes. L'équipe voyait un peu les journalistes comme étant l'ennemi. Alors que c'est pas ça pantoute le but. Le journaliste, là, c'est de rapporter la nouvelle, donner des nouvelles aux partisans et tout ça, faire des reportages sur les joueurs en tant que tels. Mais l'organisation, c'était pas de même qu'elle voyait ça. Elle voyait plus des... Tu sais, c'est comme si elle voyait les journalistes un peu comme des personnes qui cherchaient juste des potins et qui voulaient juste exposer l'équipe. Puis
alors que c'est pas ça du tout. Puis je lisais un article tantôt, je pense que c'est sur le Nouvelliste, là, c'est Mathieu Bachon là, qui avait, faut pas le saluer, là, qui avait fait l'article avec Luc Gélina. Salut Mathieu, si tu nous écoutes. Puis tu sais, il disait, dans le temps que Bob Gainey, la relation commençait à s'effriter entre les journalistes puis le Canadien. Avec Pierre Gauthier, ça s'est empiré encore plus. Puis avec Marc Bergevin, là, ça a comme touché le fond parce que c'était vraiment un control freak puis qu'il fallait rien qui sorte. Fallait pas qu'il y ait aucun détail qui sorte sur quoi que ce soit. Fait que tu sais, en même temps, il faut que l'organisation comprenne que les journalistes ont un travail à faire. Ils sont pas payés pour se tourner les pouces puis écrire n'importe quoi. S'ils ont un job à faire, ça prend des informations. Il faut que les joueurs soient accessibles. Je ne leur demande pas là, aux joueurs de faire toutes des entrevues de 45 minutes, 1 heure. Mais si un journaliste veut faire un reportage sur un joueur, ben, il faut que l'organisation s'organise pour que le joueur soit disponible. Puis que, ben là, tu as parlé hier, fait que là, c'est correct. Tu n'abuses pas trop. Puis, il faut que les joueurs soient accessibles. Je sais que ce n'est pas tous les joueurs, même que je te dis, pas mal convaincu que 80% des joueurs, s'il n'y avait pas de journalistes, seraient bien heureux. Là. Ouais, mais tu veux jouer dans la grosse ligue, ben ça vient avec les médias aussi. La NFL, la MLB, la NBA, c'est la même chose aussi. Les joueurs, il faut qu'ils fassent des entrevues, puis ça fait partie de leur contrat, entre guillemets. Fait que faut que les joueurs arrêtent de jouer à cache-cache et qu'ils soient disponibles. Puis en plus, ce qui est fun avec Chantal Machabée, c'est que cette femme-là, elle n'a aucune once de malice. Là. Jamais. Ça va être facile, je pense, de faire le pont entre les médias et l'organisation parce que, écoute, cette femme-là, elle veut juste le bien de tout le monde. Puis, tu vois qu'elle a un esprit maternel très, très élevé. Puis, elle veut que le monde soit bien, elle veut que le monde soit heureux. Puis, je pense que ça va justement aider tout le monde avec cette nomination-là. La seule question que je me pose, c'est à quel point qu'elle va avoir carte blanche sur ces choses. Parce que, elle a mentionné qu'elle avait des idées, qu'elle voulait elle voulait vraiment changer le vent de côté, mais est-ce que l'organisation va lui permettre de faire ça? C'est ça que j'ai hâte de voir. Mais écoute, en même temps... c'est ce qu'elle a dit, en fait. Là. Fait que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus là-dedans. Puis c'est bon que tu le pointes parce que c'est ça qu'elle a dit en entrevue, qu'elle aurait carte blanche pour remettre un peu le Canadien sur la map. Mais je pense qu'elle est assez intelligente pour ne pas faire d'excès non plus. Non, mais ça, le point, c'est pas vraiment si elle fait des excès ou pas. C'est juste que, là, on ne se connaît pas le nouveau GM. Le nouveau directeur général, est-ce qu'il va permettre ça? Est-ce qu'après ça, Molson va changer d'idée? Je ne sais pas. Mais je me dis que pour quitter une si longue carrière avec RDS, je pense qu'elle doit avoir négocié ses conditions, justement, puis dire hey, écoute, ça me donne. Puis en plus, c'est eux qui viennent la chercher. C'est pas elle qui essaie de se une job avec le Canadien. C'est le Canadien qui est allé la chercher. Fait que c'est elle qui a le plus gros bout de bâton, entre guillemets. Elle veut dire, regarde, ça ne me dérange pas de venir avec vous autres, mais vous me laissez faire ce que je veux faire. Là. Vous n'allez pas me mettre des bâtons dans les roues puis me fermer des portes à gauche et à droite puis me limiter dans mon travail. Là. Je pense que justement, avec la carrière qu'elle a, c'est une femme qui est très respectée. Je pense pas que l'organisation va essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. Est-ce qu'elle va pouvoir tout faire? Probablement pas. Mais je pense que la majorité de ses idées vont être écoutées puis elle va être en mesure de les appliquer. J'ai hâte de voir. Mais honnêtement, je pense que c'est vraiment une très belle nouvelle pour tout le monde, en fait. Pour l'organisation qui cherche un moyen de dorer son image, mais dans les dernières années, elle n'a pas trop fait d'efforts non plus pour le faire. Là, elle a une bonne personne pour le faire. Les journalistes vont être heureux aussi. C'est une ancienne collègue et ils la connaissent très bien. Fait que je pense pas que du jour au lendemain, Chantal Machabée va changer puis elle va devenir ben bête puis renfermée au bout. Là, je pense vraiment pas que ça va être ça. Fait que non, honnêtement, là, tout le monde le dit, là, puis je suis d'accord avec ça. Ça ne pouvait pas être une meilleure personne qui pouvait occuper ce rôle-là pour le Canadien. Non, je suis d'accord. Puis en terminant, c'est une personne qui, comme tu dis, connaît les communications puis elle n'a pas de malice. Je pense que le plus important là-dedans, c'est qu'elle n'a pas de malice. C'est pas une personne qui va arriver et qui va voir les gens et les autres journalistes au-dessus. On a souvent vu ça vers le Canadien depuis les 10-15 dernières années. On se croyait au-dessus de tout ça. J'ai aimé aussi la mention qu'elle a dit que la ville a besoin de héros. Je trouvais ça drôle parce que pour nos petits culs, oui. Pour nos petits gars, quand on regarde nos petits gars de 5 à 10, 15 ans, oui. Mais pour nous autres, on a besoin de gens normaux pour nous divertir. Puis je pense que c'est le Canadien ne fait pas depuis trop longtemps. Pas seulement parce qu'ils perdent ou seulement qu'ils ont des saisons difficiles. Je pense que c'est juste qu'on ne les voit pas. Donc, je pense qu'avec elle, comme tu dis, on va être capable d'avoir un petit peu plus de visibilité. Comme tu dis, on espère d'avoir carte blanche, mais la façon qu'elle passe, d'écouter ces entrevues, moi, je les ai écoutées. C'est sûr qu'elle a négocié ses affaires. Puis Jeff Molson a l'air à vouloir, avec l'entreprise de Mme Bélanger, d'avoir les idées qu'elle a puis de voir vers l'avant. Puis elle s'est même dit qu'elle pouvait aller outside of the box. Fait que ça, c'est déjà bon. C'est déjà plus que qu'est-ce qu'on a eu dans les 15 dernières années, cette nomination.
C'est bien beau parler de positif, Stéphane, mais il faut revenir un petit peu dans Ah, le portrait plus négatif. Canadien qui, ma foi, pour moi, tout le monde est passé sur la liste de COVID là, dans les, dans les dernières semaines. Le peut en rester bien qui ne l'ont pas eu. Là. écoute, c'est quasiment positif de dire ça. C'est quasiment positif. Mais moi, la question que je te pose, Ah. c'est qu'est-ce que tu penses du fait que la LNH a décidé de laisser jouer le Canadien pareil, malgré toutes ces absences-là? Quand que, lorsqu'il y a eu des éclosions en début de saison, là, les Flyers, ça n'a pas été long qui ont coupé ça. Quand c'était les Highlanders, ça n'a pas été long, ils ont coupé ça aussi. Je pense que les Panthers aussi, ça a fait ça. Ouais. Les Canadiens sont quasiment rendus en train de recruter au niveau PEWI 2C parce qu'ils n'ont plus de joueurs. Puis la Ligue qui laisse aller ça. Moi, honnêtement, ça ne me dérange pas trop parce qu'ils perdent. Donc, ça va adhère avec le plan d'avoir Shane Wright. Mais au point de vue moral, au point de vue Oubliez ça. éthique, tu vois ça comment, cette décision-là de la NHL de laisser le Canadien jouer avec des joueurs des Lions de Trois-Rivières? Écoute, je suis mitigé. Sais-tu pourquoi? Parce que j'ai trois, mais pas trois réponses, mais j'ai trois pensées là-dessus. J'ai la pensée François Gagnon qui dit tabarouette, ça n'a pas de bon sens parce que même dans les pré-saisons, on n'est pas supposé de faire jouer une équipe comme ça avec autant peu de vétérans et de joueurs non réguliers. J'ai l'autre façon de dire let's go, on tank, on s'en fout, on va chercher le 1, 2 ou 3 troisième choix repêchage, fait qu'on s'en balance. Puis d'un autre bord, je peux pas croire, avec la grosseur que le Canadien est dans la Ligue nationale, peu importe l'équipe gagne ou pas depuis 5 ans, ça change rien. Je peux pas croire qu'ils n'ont pas été avisés ou demandés s'ils voulaient jouer les matchs. Donc, d'un bord ou l'autre, je suis mitigé. Ça fait pas de sens que la Ligue nationale autorise les Canadiens à jouer avec, écoute, 16 joueurs sur quoi? Il était quoi, là? 11 attaquants, 5 défenseurs l'autre fois avec 2 gardiens de but. Quand ils ont joué contre les Panthers, je pense que c'était ça. Il était 18. D'un qui s'est blessé, il était rendu 17. Écoute, même dans ma ligue, puis oui, on joue à ça. Là, dans Atom, on joue à ça. Là, à 16 ou 17 joueurs. Écoute, ça fait zéro sens. Au niveau du visuel de la Ligue nationale, ça fait pas de sens. Au niveau des fans canadiens, ça fait pas de sens. Au niveau de l'organisation, si l'organisation n'a pas pris de décision là-dedans, la Ligue nationale, écoute, c'est ridicule. Mais en même temps, je peux pas croire que Marc Bergevin, pas Marc Bergevin, mais Jeff Molson puis M. Gorton n'a rien dit, n'ont pas entendu parler à la Ligue nationale là-dessus. Puis dans mon sens, à moi, s'ils l'ont entendu, ils ont dû dire regarde, on s'en fout, les gars vont jouer, les amateurs vont être contents. Ça va faire grinder les jeunes en bas puis les faire vieillir un petit peu. En même temps, mais si Jeff Gorton veut voir un peu ce qu'il y a en bas dans la ligne américaine, mais on peut enfin le voir. Ça fait des années qu'on dit qu'on n'a personne en bas. Puis, soudainement, on en a vu une coupe qu'on a trouvé intéressant. Schoenemann a pas mal joué. Elonen a pas mal joué. Harvey Pinard va bien. Et d'ailleurs, il est resté avec le Canadien. Donc, tu sais, ça a-tu fait du bien? Tu sais, je pense que oui puis non en même temps, mais ça nous permet de voir d'autres joueurs. Mais c'est sûr que le spectacle est... Pour un fan fini qui regarde ça, il doit dire que ça n'a même pas de bon sens. Pour un joueur pour des gars comme nous autres qui trippent sur les jeunes et qui trippent sur voir le futur, peut-être que c'est plus le fun. Mais visiblement, je suis mitigé. C'est difficile à répondre à cette question-là. Mais le pire, c'est que le Canadien n'a pas si mal joué que ça. Et le match contre le Lightning de Tampa Bay, c'était vraiment un très bon match. C'est le même match qu'au mois d'octobre. Exactement. Puis ça a pris, évidemment, le talent a fait surface parce que le Canadien menait 4-3 avec pas trop longtemps à faire. Ils sont fait scorer par qui? Corey Perry, juste pour tourner le fer dans un petit peu. Comme l'autre fois. Puis après ça, ils ont marqué en prolongation. Mais tu sais, sinon, c'était quand même un bon match, là, pour vrai. Puis tu sais, comme tu as mentionné, il y a les jeunes qui ne font pas mal du tout. On voit qu'ils ont faim. Harvey Pinard, il a joué un très bon premier match avec le Canadien. Ilonen, je pense que l'an prochain, il va lutter pour un poste là, à temps plein là, avec l'équipe. Je pense qu'il c'est un joueur qui va être NHL ready. Schoenemann a vraiment bien joué en défensif. Je pense que c'est contre les Panthers qui a joué quand même un très, très bon match. C'est ma révélation, ça, dans les joueurs. Là, excuse de te couper, mais c'est ma révélation. Là. Moi, je suis défenseur de nature. Là. Puis, wow, combatif. Là, j'ai vraiment trippé. Puis, pas juste parce que Marc Denis en parlait à RDS, là, parce que je l'ai vu. Là. Ça a vraiment été très surprenant. Une belle addition. Puis, tu sais, moi, avec les vétérans qui sont présentement sur la liste, COVID, là, qui se pognent là derrière depuis le début de la saison, puis qui voient ces jeunes-là, commenceront à avoir, sans dire peur pour ma place, peut-être pas, parce qu'évidemment, tu sais, quand tu t'appelles, exemple, un Mike Hoffman, tu sais que tu es pas mal plus scoreur qu'un Pezzetta ou un Braden Paddock ou peu importe. Là, fait que tu sais, tu perdras peut-être pas ton poste, mais tu sais, je vous rappelle que c'est un nouveau GM qui est là. Lui, il est en période d'évaluation, il est en train de regarder c'est qui va à long terme avec l'équipe qui ne fait pas partie de ses plans. Quand tout ce beau monde-là va revenir, ils sont mieux de s'aligner les flûtes un petit peu parce qu'ils vont peut-être bien quitter Montréal plus vite que prévu.
Ah oui, puis écoute, ça fait du bien de voir. Puis on parle Pizzetta, puis je pense que pour personne qui l'a eu à Montréal présentement, là, pas chacun sa belle chevelure, mais au niveau de. C'est le genre de joueur que les amateurs aiment. Puis il rentre dans le moule. Écoute, encore une fois, jeter les gants contre Ryan Reeves, jeter les gants au Eh dernier boy, ouais, match. contre Ryan Reeves, Puis il a mal ça a quelque paru, chose. mais il l'a fait. Puis Ryan Reeves, après le match, en entrevue, il a dit écoute, ça prend pas n'importe qui pour essayer de se battre contre moi. Fait que, c'est le genre de joueur qu'on peut amener à Montréal à long terme, mais qui va jouer peut-être 60 matchs sur 82 ou 55. Il va être content, oui. Donc, c'est le fun de voir ça. Il y a aussi Laurent Dauphin qui a bien fait, qui est retourné dans la Ligue américaine, qui est dans la réserve de réserve, va retourner dans la Ligue américaine, qui a bien fait. Là, quand même 3 points en 5 matchs. Ilonen, moi, j'ai trouvé super bon. Comme tu dis, je pense qu'il va être NHL ready l'année prochaine s'il y a une bonne fin de saison dans la Ligue américaine. Mais en même temps, ça fait juste démontrer que Cédric Paquette, présentement, on avait-tu vraiment besoin? C'est difficile. C'est vraiment difficile pour lui. Mathieu Perrault est blessé, on ne le voit pas encore. On voit qu'on a peut-être plus de personnes qu'on pensait en bas que si on leur donne une saison ou deux de plus dans la Ligue américaine avec un bon encadrement, avec une pensée différente avec le Canadien, un nouveau camp d'entraînement avec des joueurs différents, ça va peut-être faire une belle différence. C'est maintenant le moment de tourner la page du Canadien. Je ne sais pas si vous voulez ajouter autre chose là, pour Non, non. le CH. Parce qu'il y a une autre équipe au Canada que ça ne va pas super bien récemment. Et je parle des Oilers d'Edmonton Mais qui, qui? après les Oilers d'Edmonton, après un début de saison, on les croyait là, partis pour la gloire, mais je pense ils ont peut-être joué au-dessus de leur talent. Puis là, c'est la réalité qui les frappe en pleine face présentement. 10 derniers matchs, 2 victoires, 6 défaites, 2 autres en bris d'égalité. Ils sont sur une séquence de 2 défaites là, présentement. Mais ce qui retient surtout l'attention, c'est la déclaration de Mikko Koskinen lors, pas du match contre les Leafs de Toronto, mais le match précédent. Alors qu'il avait accordé un mauvais but, c'est Dave Tippett, le coach des Devils? Ouais. Il ne s'est pas gêné pour critiquer son gardien de but en disant que c'était vraiment un mauvais but puis qu'il n'y a pas eu une belle performance de gardien de but ce soir-là, puis ça n'a vraiment pas aidé. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont perdu le match. Et là, Mikko Koskinen qui a dit attends une minute, là. Je reconnais que je ne goal peut-être pas comme je le devrais présentement, mais moi, je ne suis pas capable de scorer des buts. Je ne peux pas en scorer. Fait qu'il a comme redirigé un peu le heat vers ses coéquipiers attaquants qui, effectivement, ont de la misère à marquer des buts récemment. Si Connor McDavid ou Leon Draisaitl ne font rien, ben il n'y a pas grand personne d'autre qui vont faire de quoi dans ce club-là, malheureusement. Ça a été le problème dans les dernières années aussi. Donc, je te pose la question, que tu penses de toute cette petite saga là, entre Mikko Koskinen et les Oilers? Qui a raison? Qui a tort? Vas-y. Écoute, moi, je vais bravo Koskinen. Pourquoi? Parce que cette équipe-là, depuis trop longtemps, ne dit qu'il n'y a pas de leadership. Puis malheureusement, on est les deux meilleurs joueurs au monde, avec Draisaitl et McDavid. Puis je pense que ça part de là. Ils ont racheté Zach Hyman cette année pour avoir plus de monde. Ils ont Tyson Barrie, Daniel Nurse sont allés chercher aussi. Donc, il y a Keishan aussi qui est là. T'sais, on a en masse de monde pour avoir un bon leadership. Dave Tippett aurait dû savoir que Koskinen, l'année passée, n'a pas connu la meilleure saison de sa vie. Puis non plus, il aurait dû comprendre aussi que les Oilers ont marqué 8 buts dans les. Quoi, c'était les 6 derniers matchs, je pense, ou 4 derniers matchs. Donc, tu ne peux pas gagner avec national, surtout pas si tu t'appelles les Oilers Edmonton, si tu scores 1 ou 2 buts par partie. Puis Koskinen fait bien depuis le début de la saison. Fait que moi, je dis bravo. Bravo de le dire sans être méchant. Reconnu qu'il y avait eu des mauvais départs, reconnu qu'il y avait eu des mauvais buts contre lui, reconnu qu'il ne faisait pas la hauteur présentement. De toute façon, c'est pas une équipe, si tu regardes les gardiens de but qui sont forts. Le Mike Smith va pas bien non plus, il est en bas de 900 de pourcentage de mise d'arrêt. Donc, c'est pas une équipe qui devrait avoir des gardiens qui finissent à 1,37 puis 950. Là. C'est pas le style d'équipe-là. Ils n'ont pas assez une belle défensive pour ça. Mais en même temps, Dave Tippett aurait dû savoir que je pense qu'il aurait pu fouetter d'autres mondes là-dedans. Là. Je pense qu'il y a d'autres vétérans dans cette équipe-là que tu peux fouetter avant de fouetter ton gardien de but qui malheureusement reçoit entre 30 et 45 par soir à chaque fois. Pas juste délancer la ligne bleue. Il reçoit des lancers aussi de l'enclave pas mal. Donc, c'est pas une équipe qui est très forte défensivement. Puis ça les rattrape à chaque année. Chaque année, ils partent en feu. McDavid et Russell font des points à côté. Puis malheureusement, tant que ces gars-là font pas de points, ils gagnent pas ou c'est serré. Puis quand c'est serré, ils réussissent pas à gagner leur match. Oui, écoute, j'étais un peu mitigé dans tout ça, dans le sens que, oui, je suis d'accord avec toi que j'applaudis le fait que Koskinen
et un peu callé out ses coéquipiers, mais une chance qu'il a reconnu Oh, il fallait. lui non plus, là, il n'était pas à la hauteur parce que pour vrai, là, quand tu regardes les 5 derniers départs de Koskinen, là, 857, 897, 800 d'efficacité, 903 puis 846. Il a gaulé une fois au-dessus de 900 dans ses 5 derniers départs. Catastrophe. Fait que oui, il est à blâmer quand même là, pour les insuccès des Oilers. Il n'est pas le seul. Parce qu'une chance qu'il a dit ça, parce que s'il avait juste dit ouais, mais moi je suis pas capable de scorer de but, fait que tu sais, aller suer, là, j'allais dire aller en tout cas, c'est H-I-A-R, là. Fait que là, j'aurais eu plus de misère. Parce que ça, c'est le genre de propos que ça aurait eu encore plus d'impact quand, exemple, un Carey Price aurait dit ça. Tu sais, que le goaler se démène, finit les matchs avec 915, 920 d'efficacité à chaque match, mais pas tout le temps parce que son équipe ne score pas. Ouais. Là, ça, j'aurais mieux compris. Mais quand tu ne gagnes même pas pour 900 puis que tu call out tes coéquipiers comme ça, t'es mieux de reconnaître que toi aussi, t'as ta part. Puis, tu sais, il l'a fait. C'est pour ça que je suis d'accord avec ça. Mais une chance qu'il a dit ce bout-là parce qu'effectivement, il ne connaît pas une belle séquence, le cher Nico Koskinen. Du côté de Dave Tippett, d'accord avec toi aussi que regarde, il n'y aurait pas encore les out d'autres personnes. Là. Oh, oui. Paul Harvey, on ne le voit plus. Il y a la moto, il va-tu encore à m'amener, ce joueur-là? Ou si c'est. Puis, tu sais, en même temps, est-ce que on peut aller jusqu'à Ken Holland qui s'ostine à jamais aller chercher un gardien de but puis qu'il pense tout le temps qu'avec McDavid et Draisaitl, on est en business, mais que ça prend un gardien de but. Ça fait des années que ça en prend un. À Détroit, hein? Ken Holland vient de Détroit, hein? Puis je l'ai connu pendant des années. Ça fonctionnait à Détroit avec des mauvais gardiens de but. Il y a eu Hasek, il y a eu ces années-là. Oui, je suis d'accord, il y avait un bon gardien de but, mais dans les fins de saison, mais depuis qu'Hasek est parti, il n'y a jamais eu des gardiens de but étoiles, mais il y avait toujours un gardien de but qui faisait le travail. Mais jamais un gardien de but de haute qualité. Puis tu as raison, Ken Holland est peut-être à blâmer ici, là, plus que Tippett, plus que Koskinen. Mais excusez-moi, moi, je suis coach. D'après moi, je dois avoir peur de McDavid, de Draisaitl. D'après moi, si je lui mets à dos, je suis fait. C'est pour ça qu'on ne va pas critiquer ces gars-là. Mais en même temps, il faut que tu critiques ces gars-là, t'as pas le choix. Ben, tu sais, c'est pas tant ces gars-là en tant que tel, McDavid et Draisaitl, parce que tu regardes le sommaire des Oilers, chaque fois qu'il y a un but, tu as Draisaitl et McDavid dans le sommaire. Eux, ils font leur job, mais c'est le autour. Puis tu sais, c'est quand est-ce que tu vas comprendre que tu peux pas bâtir avec juste ces deux joueurs-là, il faut que tu les entoures comme du monde. Ouais. Tu sais, puis si on avait un meilleur gardien de but, ça aiderait aussi. Là. En partant. C'est pas comme si on n'avait pas disponible. Hein? On en a parlé dans le premier podcast. Là. Il y en avait, quand on a fait des divisions, là, puis on a fait toutes les divisions et les conférences, il y en avait tellement des gardiens sur le marché cet été. Ben oui. C'est rien passé. C'est rien passé. On s'est contenté de signer Hyman à un prix ridicule. Puis c'est ça. C'est pas mal ça qu'on a fait comme saison morte du côté des Oilers. Puis gardien de but, visiblement, c'est pas encore. Puis en plus, le plus triste dans tout ça, c'est que non seulement ils n'ont pas de gardien de but présentement, mais dans leur relève, il n'y en a même pas un que je peux te dire, ça, c'est le futur gardien numéro 1. Ils ont quelques gardiens intéressants, mais de là à dire que c'est le futur, tu sais, comme les Panthers, on se grosse pas la tête, on sait que c'est Spencer Knight qui est là. Fait que, du côté du Wild Minnesota, on sait que probablement c'est Wildhead qui va finalement être le futur gardien. Ils l'ont repêché dans le dernier repêchage. Là. Ouais. Mais ça, c'est clair. Mais du côté des Oilers, on n'a pas ce gardien-là qu'on peut dire ça, c'est le futur gardien numéro 1 de l'équipe. Puis ça part de loin. Là. Fait que non seulement tu ne repêches pas, tu ne signes pas, tu vas faire comment pour aller en chercher un? Transaction, je veux bien, là, mais ça va coûter quand même un prix de fou. Puis là, on voit toutes sortes de rumeurs passer avec Carey Price. Là. C'est sûr qu'il va être lié aux Oilers. Là. Vraiment, ils sont sûrement capables d'avoir 3-4 joueurs pour donner aux Canadiens avec des futurs bons joueurs. Ça, mais j'ai une solution qui pourrait coûter bien moins cher que ça, puis ça s'appelle Marc-André Fleury, parce que les Blackhawks, ils vont pas ils vont pas loin non plus cette année, puis s'ils veulent aller chercher un peu des assets, entre guillemets, comme on dit, Fleury n'a pas de contrat en fin de l'année. Jouer Edmonton? Hein? Est-ce que Marc-André Fleury voudrait jouer Edmonton? Bon, en tout cas, je pense qu'il aimerait mieux jouer à Edmonton qu'à Chicago, là, présentement. Je sais pas, là, mais ça va pas trop bien à Chicago. Puis il arrive en fin de carrière, il va essayer de gagner une Coupe Stanley. Je pense qu'il y a pas mal plus de chance à Edmonton qu'à Chicago présentement. D'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord. Fait que c'est ça. Mais t'as raison. Est-ce que ça y tente de se lever le matin? Il fait tout le temps moins 33 en Alberta. Ça, rendu là, c'est la balle est dans son camp. Mais honnêtement, j'ai comme le feeling qu'il serait pas tant déçu de quitter Chicago. Ça n'a pas été un bon début de saison, mettons, avec tout le scandale à Chicago. Puis on les a mis un peu plus haut à cause de Marc-André Fleury, puis on voit que finalement, c'est difficile.
Ben, Marc-André Fleury, Seth Jones aussi, c'était censé devenir stabilisateur défensif, mais Ouais. encore là, c'est le même Ça syndrome l'a du fait un côté peu, des. mais... C'est le même syndrome du côté des Blackhawks que du côté des Oilers. Si Patrick Kane ne marque pas, il n'y a pas Ou de grand monde Brincat. qui. Il y a de Brincat. Mais après ça, les Kirby Dack, ça ne produit pas Rien. tant que ça. Je suis balé qui est pas bon cette année. Dylan Strome, c'est une catastrophe. Kubarli qui a baissé cette année sa production, ça n'a pas de sens. Là, on vient de se départir d'Alex Nylander. Justement, on va en parler rapidement. Une transaction qu'il y a eu là, récemment. Alex Nylander qui est rendu maintenant avec les Pingouins en retour de Sam Lafferty. Pourquoi je vais en parler? C'est parce qu'Alex Nylander, c'est un choix de première ronde, 8e au total en 2016. Déjà sa deuxième équipe. Ça n'a pas marché à Buffalo. Ça n'a pas marché à Chicago. J'ai fait un texte d'ailleurs là-dessus sur mon site de hockey sur demande. Puis, tu sais, je me disais, grosso modo, je disais dans mon texte que, tu sais, Chicago sont bons pour aller chercher des joueurs qui réussissent à les faire produire. On a vu justement des Kubarli qui ont eu une grosse saison. Il y avait un Dominique Cahoon à un moment donné qui débarquait de nulle part, qui a eu une trentaine de points. Anisimov là, également qui a eu du bon temps là-bas. Et là, il s'en va avec les Penguins de Pittsburgh, une autre équipe qui est capable de faire marcher des joueurs qui arrivent de nulle part. Tu sais, cette année, Evan Rodriguez, c'est le deuxième meilleur marqueur de l'équipe. Tu sais, oui, Crosby a été blessé, Malkin aussi, mais quand même, il y a quasiment un point par match. C'est un gars que jamais qu'on aurait pensé ça. Même chose pour Brian Rust, que toute sa carrière, il n'a jamais passé proche d'être un point par match. Il y a eu une saison je pense que c'est 56 points en 54 games ou l'inverse, il y a 2 ans. Cette année, il est proche aussi d'un point par match. Fait que là, la pensée que j'ai overall, c'est que là, si ça ne marche pas avec deux équipes qui sont réputées pour être excellents pour justement élever ce genre de joueurs-là, il faut commencer à penser à étiqueter le gars comme étant un flop, malheureusement. Même si il est encore jeune, il a 23 ans. Déjà, sa troisième équipe a joué une saison complète dans la LNH avec les Blackhawks, puis il y a eu, je pense, 25 points en 64 games. Puis même la Ligue américaine, il ne domine pas non plus cette année. Fait que, non, honnêtement, c'est un petit peu inquiétant pour le frère de William. Oui, effectivement. Puis écoute, comme tu dis, on voit que ça descend vite. On voit que la Ligue nationale, la Star, c'est une ligue de jeunes. On n'est plus aussi patient qu'avant au niveau de ces jeunes recrues-là. Puis écoute, c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. On veut avec les salaires, puis malheureusement, avec le plafond salarial qui n'est pas comme dans les autres ligues, il faut avoir des jeunes le plus rapidement possible qui sont dominants. Comme tu dis, je pense qu'Edmonton, on n'a pas de futur là-bas. On va par transaction. Je comprends pas parce que Ken Nolan a vécu dans le moment des Wings où ça prenait de la relève. Même chose à Chicago. On n'a rien non plus qui s'en vient à Chicago. Donc, tu sais, moi, je pense qu'il y a de trop de rumeurs présentement. Puis, comme tu dis, là, pour rapper un peu avec Edmonton, je pense qu'on n'a pas amené ce qu'il fallait cet été. Puis, on le voit ailleurs. On va en parler. Là. C'est un sujet qu'on avait avec les Pingouins. Là, moi, c'est un sujet qui m'impressionne présentement. On ne les avait pas vus là encore au début de la saison. On se disait qu'ils iraient pas loin encore, mais finalement, ça fonctionne. Écoute, on va closer avec un dernier petit sujet avant de passer à la section sur réception, moi que tu en aies d'autres aussi, mais je vais y aller avec le mien en premier. On va revenir un peu avec le Canadien parce qu'il y a une nouvelle là, concernant Logan Mailloux que la OHL a officiellement annoncé qu'il pourra revenir au jeu. Ça va se faire en fin de semaine. C'était censé se faire le 1er janvier avec les Knights, mais le match a été reporté malheureusement. Donc, ça se fera en fin de semaine. Et là, la grosse question que tout le monde se pose, est-ce qu'il a assez payé toute la situation qu'il y a eu entourant ça, ou bien s'il aurait dû pénaliser encore davantage? T'en penses quoi? Écoute, laissez-le aller. Laissez-le aller. Là, le petit gars, c'est pas correct ce qu'il a fait. Je pense qu'il y a eu assez de médias dans le cul pour savoir que c'était pas correct. Puis je pense qu'il n'a pas payé chèrement encore, mais je pense que toute sa vie, ça va le suivre. Puis c'est ça qui est bien. C'est pas des choses qu'il faut se faire, c'est pas des choses qui sont acceptables. Mais je pense que c'est un petit garçon de 17 ans qui a fait une erreur. C'est un petit garçon qui a appris. Je pense que le Canadien l'a vraiment pris sous son aile. Puis en espérant que ça allait bien pour lui, mais évidemment, ça va être un joueur qui va être étiqueté toute sa vie. Je pense que ça, c'est à lui de prouver aux gens qu'il a l'air d'être correct. Rendu là, c'est la balle dans son camp. C'est un joueur de hockey comme les autres. C'est un choix de première ronde du Canadien. Ça serait-tu un autre flop comme tous les 12 derniers ou les 11 sur 12 derniers d'abord, là? Donc, on verra comment ça va aller. Mais écoute, il y a de la pression. Il s'en est mis encore plus. Puis présentement, il faut qu'il change son image avec les fans et avec les gens en général. Donc, correct qu'il joue. Bonne chance. Vas-y, mon grand, t'es capable. Mais travaille fort. Tu vas avoir de la job à avoir.
Puis là, je veux juste revenir en même temps avec la nomination de Chantal Maccabi, parce que je veux faire un lien avec ça, parce qu'on sait que lorsque le Canadien a repêché Logan Mailloux lors du dernier repêchage, l'organisation n'arrêtait pas de dire oh, on va avoir un plan, on a un plan avec lui, on a un plan, on a un plan, on a un plan, mais on n'a jamais vraiment su c'est quoi ce plan-là. Est-ce que, justement, quand l'équipe disait qu'elle voulait être plus transparente, avec Chantal Maccabi qui est dans le décor maintenant, est-ce que ça va aider justement à nous mentionner un peu c'est quoi la direction avec Logan Mailloux? Moi, honnêtement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans le sens que, tu sais, c'est correct qu'ils ont un plan, qu'ils font leurs affaires et tout ça, mais tu sais, pour plus le volet pour les journalistes là, ou pour les partisans qui sont peut-être plus curieux que moi, est-ce que l'organisation va finalement réussir à, à nous le dévoiler, ce fameux plan-là? C'est quoi qui est prévu avec Logan Mailloux? J'ai hâte de voir là, si quelle sera la direction de l'équipe avec ça, mais je pense que justement dans la lignée où l'organisation désire être plus transparente, a la volonté de vouloir être plus transparente, je pense que ce serait le temps là, de dévoiler un peu c'est quoi le plan avec ce jeune espoir-là, parce que c'est un choix de première ronde, c'est pas un choix de septième ronde là, lointain qu'on ne verra probablement pas. C'est un gars qui a quand même une bonne chance là, de jouer dans la LNH, là, évidemment s'il travaille fort et tout ça. Ouais. Ce serait le fun de savoir un peu où est-ce qu'on s'enligne avec ça. Là. Ouais, puis je sais pas si vous vous souvenez, là, c'est bon que tu amènes Chantal Maccabi là-dedans parce que je trouve que le lien est incroyable, est excellent. Là, elle avait critiqué vraiment fort aussi le choix de Logan Mailloux pour le Canadien de Montréal. Donc, en étant de l'autre côté du micro, on va voir comment elle voit ça. Puis écoute, on va espérer que le Canadien a fait sa job, on va espérer que le Canadien et lui, le jeune, a fait sa job. Mais comme tu dis, pour l'instant, on va spéculer, savoir comment ça va aller. Mais on va souhaiter que ce ne serait pas un autre flop de première ronde du Canadien de Montréal et de Marc Bergevin. Maintenant, es-tu prêt à passer à sa réception si tu Moi, voulais... j'ai deux petits sujets. Écoute, ouais, deux petits sujets. Vraiment, j'ai su tantôt, là, c'est pour ça que je gossais sur mon cellulaire. Là, j'ai eu un message là, disant que finalement, là, il y a un nouveau GM chez les Ducks qui va être choisi au cours des prochains 3 à 4 semaines. Il y a un comité qui a été formé avec Michael Schulman, Scott Niedermayer, Paul Carrea puis Aaron Teets, qui est le président des opérations, ainsi que deux propriétaires, là, Suzanne et Henry Samueli. Donc, on en parle, ça fait un petit bout de temps. On sait aussi que Joël Bouchard avait été avec, là, j'ai un blanc pour l'équipe américaine, l'équipe nord-américaine, là, mais pas nord-américaine, mais américaine. Et Donc, Seagulls de 100 quelque chose? Ouais, les Seagulls, c'est exactement ça. Donc, on sait que Joël Bouchard était dans la main probablement d'être soit coach, mais je sais que GM a toujours voulu aussi être GM d'une équipe nationale. Je sais que beaucoup de personnes qui le voient comme entraîneur, mais ça peut aussi être un petit point de plus pour Joël Bouchard. On sait que les Dogs vont bien cette année. Par contre, malgré tout, l'entraîneur fait bien, mais je pense que son plan pour lui, c'est d'aller là-bas puis de devenir coach rapidement. Donc, une nomination de GM qui va être faite au cours des 3 à 4 prochaines semaines. Donc, ça pourrait être une chose qu'on va regarder du coin-là aussi. Puis, comme dernier sujet, il y a des mentions honorables. Donc, j'aimerais peut-être ça à chaque semaine ou à chaque podcast qu'on fasse ça, des petites mentions honorables à chaque semaine. J'en ai 3 ou 4. Fait que si tu veux réagir à chaque, là, vas-y à ton aise. Donc, Toukaras qui a un essai avec le Providence dans la Ligue américaine. Donc, on sait depuis le début de la saison que Toukaras dit qu'il voulait revenir, qu'il n'y avait pas de place avec les Bruins. Mais je trouve ça tout à son honneur qu'un gardien de but vétéran comme ça, gagnant la Coupe Stanley, retourne dans la Ligue américaine pour refaire un essai professionnel avec l'équipe des Bruins dans la Ligue américaine. Donc, je trouvais ça vraiment bon de l'apporter comme mention honorable. Ouais, puis en même temps, c'est le secret le moins bien gardé. Là, je pense qu'il va finir par revenir avec les Bruins. D'après moi, Swayman va peut-être aller dans la Ligue américaine éventuellement ou de quoi de même, parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de passer par le balotage, mais honnêtement, là, je pense que Rask, il va finir par revenir à Boston. Là, je pourrais mettre un petit 2 là-dessus. Oui, exact. L'autre chose que j'avais, c'est, on en a parlé l'année passée avec le beau retour de Nikita Kucherov en séries éliminatoires, mais il est revenu ce soir, donc ouais, puis il a marqué, je pense qu'il y a eu une passe. Il y a eu des points hier. Il y a eu des points en plus, donc tu vois-tu, bon retour pour Nikita Kucherov. On va espérer qu'il ne soit pas blessé. C'est quand même un joueur électrisant pour le Lightning, qu'on l'aime ailleurs qu'au Québec, qu'on l'haïsse tout au Québec, c'est une affaire. Mais c'est un joueur que je pense qu'il va redonner un petit peu plus de lettres de louance à la Ligue nationale. Tu as parlé de Riley Nash tantôt, acquis par les Coyotes de Phoenix. Donc, c'est ça tantôt Riley Nash que tu as parlé? C'est ça, hein? Non, c'était la transaction Nylander et Sam Lafferty. Moi, je vais te parler de Riley Nash qui a été réclamé par les Coyotes de Phoenix au balotage. Aucun point en 10 rencontres cette année. C'est déjà rendu à sa 6e équipe. Hurricanes, Bruins, Blue Jackets,
cette année, il a fait les Jets et le Lightning. Et là, ça s'en va avec Phoenix. Donc, difficile pour M. Nash. Mais au moins, il est toujours dans la LNH. Toujours un LNH. C'est un autre. Puis je pense que les Coyotes, c'est le genre d'équipe que tu peux peut-être jouer plus qu'un match en Ligue nationale. Donc, c'est parfait pour M. Riley Nash. Et dernier point que j'avais, là, c'est vraiment les Penguins de Pittsburgh. On en a parlé, ils sont en feu. Et bravo à Rust et Rodriguez. Donc, encore une fois ce soir, on planté les Flyers 6-2. Rodriguez à Philadelphie. Avec domination de 32-20 les tirs au but pour eux autres. Grosse domination. Brendan Ross, 2 buts, une passe. Gwenzel, 2 buts encore. Donc, Gwenzel continue à faire des points comme ça n'a aucun bon sens. Et si tu regardes aussi, là, rendu déjà à 18 buts cette saison en 26-27 rencontres avec la match de ce soir. Donc, assez solide. Puis, il y a des personnes qu'on ne parle jamais. Mais notre bon Christopher Letang, encore 3 passes ce soir. Crosby, 2 autres passes. Donc, Crosby continue à être le seul joueur de l'histoire à avoir plus de points que de nombre joués par saison. Il est rendu à 24 en 21. Et Christopher Letang, cette année, qui est rendu à 27 points en 29 matchs. Pensais-tu vraiment, toi, que là, 5-6 ans après les grosses commotions, Christopher Letang sera encore aussi bon? Lui qui va de spéculation incroyable avec Renaud Lavoie disant qu'il voudrait peut-être finir sa carrière à Montréal. Notre cher Renaud Lavoie. Donc, écoute, je voulais me dire un gros thumbs up aux Pingouins. Écoute, ils nous font mentir encore cette année. Oui, Washington. Oui, Ovechkin nous fait mentir. Mais je pense que les Pingouins, c'est une grosse année pour eux autres. Puis c'est le fun de voir que les Pingouins, malgré tout, 16 ans après que Crosby National sont encore aussi dominants. C'est le fun. Écoute, juste tant qu'à aller dans les mentions honorables, moi, je vais y aller avec une petite dernière. Et ma mention honorable, là, évidemment, c'est le geek d'espoir là, qui va parler, mais c'est Matthew Boldy qui a joué son premier match dans la LNH ce soir puis qui a marqué son premier but dans la LNH. Ouais. C'était le joueur là, le plus haut classé en 2019 qui n'avait pas encore joué dans la LNH. Il faisait partie de la bande là, avec les Zegras, les Caulfield, les Cam York, là, cette grosse formation américaine là, qui a dominé là, dans les dernières années. Puis il jouait ce soir, puis il a marqué son premier but dans la LNH. Donc voilà, la glace est brisée pour M. Boldy. Bravo. Il y a Marco Rossi aussi qui avait été rappelé ce soir par le Wild. Lui aussi qui est un autre choix top 10 là, du Wild, mais malheureusement pour lui, il n'a pas récolté de points ce soir. Pas de points ce soir. Ça sera juste un petit peu plus long pour lui, mais c'est lui qui a été magané vraiment pas mal par la COVID, qui a manqué une saison complète aussi. Il revenait cette année avec la formation de la Ligue américaine là, du Wild. Donc, connaît un bon début de saison, a été rappelé cette semaine. Mais je pense qu'on va être plus patient avec lui là, pour qu'il retrouve. Il a de l'air d'avoir retrouvé quand même pas mal sa game shape, là, mais des fois, quand tu perds un an de hockey, ça peut paraître aussi. Ouais, surtout à cet âge-là, hein, on sait que plus que tu es jeune, plus que tu perds le hockey, plus c'est difficile. Donc, écoute, c'est un petit segment qu'on pourrait faire, mention honorable, j'aime ça. J'ai pensé à ça cette semaine, en fait, tantôt, puis aujourd'hui, quand je faisais les préparations du podcast. Puis ça pourrait être un autre segment qu'on fait, on en parlera plus tard dans ce cas-là. Ouais, moi, il n'y a aucun problème, mais on peut faire ça là, sans aucun problème. C'est bon. All right. Donc, sur réception, mes 4 questions de la semaine. Super. Première question. Est-ce que Carey Price sera de retour avec le Canadien en 2022-2023? Là, est-ce que tu inclus cette année aussi ou vraiment pour la saison 2022? Je voulais au début, mais moi, je pense qu'il va finir la saison. Je pense pas qu'il va être échangé avant la date de transaction, mais je vais dire pour l'année prochaine. Ouf. Écoute, c'est dur à répondre à cette question-là parce que ça dépend toujours ça va être qui le prochain GM. C'est sûr. Mais si on mettons, on spécule, au début, je t'aurais dit non, c'est sûr qu'il reste à Montréal, mais on dirait que plus que ça avance, plus que je commence à douter. Parce que ça et tout, c'est un autre dossier qui est assez nébuleux, lui de Carey Price. Il a patiné avec son équipement il y a une couple de semaines, après ça, on n'a plus jamais entendu parler. Aucune nouvelle. Là. Il y a du charme qui a dit de temps en temps il continue sa progression, mais ça veut dire quoi, ça, il continue sa progression? Peux-tu nous dire c'est dans combien de temps? Est-ce qu'il va progresser encore pendant 2 ans ou bien s'il va finir par regauler avec le Canadien? Puis en plus, c'est drôle que tu en parles parce que j'en parlais justement avec mon père aujourd'hui, puis lui aussi, il était comme pas sûr qu'il va revenir à Montréal. Lui, j'étais comme, ouais, on parle, oublie. Mais là, quand il a dit ça, j'ai comme, moi, maintenant que tu en parles, on dirait que plus que ça avance, plus que. J'ai envie de dire que moi non plus, je ne suis pas trop sûr qu'il va revenir avec le Canadien. Surtout qu'en plus, si on s'élance dans un mouvement de reconstruction enfin, Price, je pense que la finale de la Coupe Stanley l'a pris dur, là, la défaite. Puis il va certainement vouloir retourner en finale de la Coupe Stanley le plus rapidement possible. Puis si le Canadien annonce une reconstruction, bien malheureusement, ça ne sera pas assez rapide pour lui. Puis il va peut-être vouloir là, quitter le Canadien.
Ouais, je suis d'accord vraiment. Puis c'est ce qui là-bas qui blesse. Moi, je pense que Carey Price sera pas de retour. Pourquoi? Parce que je pense qu'il va vouloir aller gagner rapidement. Puis en même temps, je pense que le Canadien va vouloir tourner la page. Euh, on n'a peut-être pas ce qu'il nous faut tout de suite, mais je pense que Jake Allen va être l'année prochaine. Probablement avec Caden Primo. Caden Primo. Donc, Ben, on verra. du côté du Canadien, par exemple, le nouveau GM là, qui va arriver, il faudrait qu'il prenne une décision rapidement parce que plus qu'il Oh, attend, plus la valeur de Price là, va diminuer. Puis ouais. honnêtement, la pire chose que le Canadien pourrait faire, honnêtement, c'est échanger son gardien de franchise depuis les 10-15 dernières années contre une poignée de peanuts puis que ça ne nous aide même pas à rebâtir notre club de l'autre côté. Imagines-tu le Canadien qui échange Carey Price contre un choix de quatrième ronde puis un espoir? Je pense qu'il y aurait une méchante gang qui ne serait pas trop heureux. Puis sûrement que le Canadien va devoir retenir du salaire un peu là-dedans. Parce que quelle Oh équipe oui. a la place pour un gardien à 10,5 millions, à part les Coyotes de l'Arizona? Place où Price n'ira jamais probablement. Non, en tout cas, je pense pas, non. Peut-être le Kraken, là, mais encore là, eux autres non plus ne sont pas partis pour gagner rapidement. Mais tu sais, dans les équipes vraiment qui sont contenders là, dans cette année, puis mettons qu'il y a encore une fenêtre pour les 2-3 prochaines années, je ne vois pas d'équipe qui peuvent se permettre un gardien à 10,5 millions. Là. Non, je suis d'accord avec toi. Très d'accord avec toi. Deuxième question. Ta surprise dans les métropolitaines, des Rangers ou les Penguins de Pittsburgh? D'ailleurs, je vous rappelle, les Rangers sont premiers dans les métropolitaines. Les Penguins sont quatrièmes dans les métropolitaines. Euh, Et boy, ça n'est pas pire, ça, ce que j'aurais envie de te dire les deux, pour différentes raisons. Pour ça, je t'ai vu ces deux équipes-là. J'ai pas mis Mais, les mais, Islanders, ça juste, aurait été trop facile. mais juste parce que je voyais quand même les Rangers là, lutter pour une place en série puis les faire, puis que je voyais vraiment les Pingouins dans le fond du classement de la métropolitaine, je vais dire les Pingouins. Surtout sans Crosby et Malkin là, en début de saison, qui ont réussi à tenir le fort. Puis là, une fois que Crosby est revenu, ça l'a aidé. Puis là, Malkin, je sais pas s'il est revenu Malkin ou s'il est sur le bord de Il est sur le revenir. bord de revenir, il n'est pas revenu encore. Mais sérieusement, qu'il a réussi à faire ça sans ces joueurs vedettes-là, je vais dire les Pingouins parce que je les voyais vraiment pas dans la course pour faire les séries. Là, surtout qu'il y a tonnes d'équipes qui étaient potentiellement là, bonnes, là, mais en même temps, du côté des Pingouins, ce qui devait arriver a arrivé dans le sens que la seule façon que les Pingouins auraient pu faire les séries cette année, c'est si une des équipes de nos prédictions qui se plante carrément. Les Flyers, c'est de ça qui arrive. Les Islanders, aussi. Ça, c'est... Islanders aussi. Avec qui ont encore 6 matchs en main, là. Je comprends juste pas du côté des Islanders qu'est-ce qui s'est passé là. Le début de match sur la route a vraiment fait. Le début de saison sur la route a vraiment fait mal, là, visiblement. Le COVID qui s'est imputé aussi avec cette équipe-là, mais ça, en même temps, rendu là, toutes les équipes ont été incommodées par la COVID. Fait que c'est putain une excuse rendue là. À chaque jour, il y a des joueurs qui s'ajoutent à la liste. Là, ça n'a juste aucun sens. Fait que, non, je vais dire les Pingouins parce que je les voyais vraiment là, peut-être pas de dernier de la division, mais pas loin. Bon, ben moi, je vais avec les Rangers. Pourquoi? Parce que je savais qu'il y avait des bons joueurs. On savait qu'il y avait des très bons joueurs dans cette équipe-là. Mais je trouve ça quand même incroyable que cette équipe-là se batte contre Washington en première place avec le même nombre de matchs joués. Donc, c'est vraiment très surprenant. Je les voyais en série, mais pas aussi haut. Mais je suis vraiment impressionné. Je pense que c'est un bel environnement pour Lafrenière. Puis en sous-question, je pense que Lafrenière qui a 8 buts cette saison, juste 3 mentions d'aise pour 11 points en 33 rencontres. C'était pas mais les chiffres. dernièrement, il a récolté quand même pas mal de points. Il me semble qu'il était C'est pas les souvent sur le chiffres qu'on sommaire. veut, mais ce que j'ai aimé, c'est son entrevue après le match hier ou avant-hier. Les journalistes ont demandé, écoute, comme je suis de première ronde, des statistiques ne doivent pas vraiment être intéressantes encore pour toi. Puis il dit, écoute, non, mais au moins j'apprends, j'ai les gars pour apprendre, puis je pense que ça s'en vient. Je lâche pas, je travaille fort, puis cet environnement-là m'aide. Puis il a aussi dit que l'organisation était prête à l'aider à toutes les mesures. Il donne la chance de faire ce qu'il a à faire. Donc, on voit la différence entre une équipe qui s'en va vers la bonne direction. Les Rangers, je pense pas qu'on pensait être premier le 6 janvier 2022, mais on est là présentement dans la section métropolitaine. Puis je pense que c'est une belle avenir qu'il va avoir les Rangers. Je pense qu'on est là pour un bon bout encore. C'est 2 buts dans ses 3 derniers matchs pour Ouais. Lafrenière, 3 points dans ses 3 derniers matchs. Je sais qu'il y a un match de 2 points là-dedans, là, mais quand même, il connaît une bonne petite séquence. Non, ça va débloquer tranquillement là, pour Lafrenière. Capo Caco, c'est une autre histoire, là, mais pour Lafrenière, tellement dommage. bien. Oui, effectivement. Donc, 6 janvier 2022. Calder pour le moment. Lucas Raymond, Trevor Zajac, Morris Seider. Zegras, Raymond ou Sider.
Je vois ce que tu as fait. Tu as mis 2 joueurs des Red Wings là, sur 3 en espérant que j'en pique un J'ai des pas le deux. choix, Ouais, j'ai c'est ça mis que tu as 3 fait. premiers. J'ai mis 3 premiers, excuse. Je Non, non, suis essaye déjoué. pas. Je suis Essaye pas. déjoué. Écoute, mon Calder. Il va prendre Zegras juste pour faire Schmidt. Ben pour vrai, ce serait pas un Non. mauvais choix. Un non, pas en tout. Une super bonne saison. Mais non, je pense que je vais aller avec Lucas Raymond. Hmm. Qu'est-ce qui Parce que t'impressionne le plus? ben, c'est dur ce trophée-là parce que le 3/4 du temps, c'est juste le meilleur pointeur des recrues. C'est pas nécessairement l'impact là, qu'il y a eu, mais si mettons on y va avec l'impact en plus, je vais aller avec Raymond / Sider parce que honnêtement, sans ces deux joueurs-là, je pense pas que les Red Wings sont c'est sûr qu'ils sont pas énormément haut classement, quoi qu'ils sont 21e, mais tu sais, je pense que sans ces deux-là, ils seraient pas mal dans le même range que le Canadien présentement. Ouais, Là, d'accord puis, avec toi. puis les Sénateurs, puis le Kraken, puis tout ça. Mais ces deux jeunes-là ont fait en sorte que l'équipe progresse plus rapidement que prévu. Puis il ne faut pas oublier non plus qu'ils n'ont pas eu les services de Jakub Vrana depuis le début de la saison, qui était une Non. grosse acquisition l'an dernier. Il n'y avait pas loin d'un point par match avec les Red Wings là, depuis qu'il s'est joint à eux. Ça aurait été une grosse acquisition, mais en même temps, si Vrana est là, est-ce que Raymond a autant de succès? On ne le saura jamais, mais je pense quand même là, que ça fait juste plus de profondeur pour les Wings, puis ça aurait rendu quand même l'équipe meilleure. Fait que non, je vais aller avec Raymond. Zegras, pas trop loin, parce que lui non plus, là, ça a débuté quand même relativement lent, mais dernièrement, là, a quand même pris un peu de vitesse, là, puis il commence à produire pas mal plus. Puis Sider, ben, c'est un monstre, ce joueur-là. Il est gros, Ah, pas de sens. c'est Pasternak, je pense qu'il essaie de le plaquer la dernière fois, puis Sur le même chiffre, il ne planté 3. ça n'a pas marché. On va dire ça Écoute, comme ça. Là. moi, Fait c'est que, lui parce que c'est lui juste parce que justement, c'est ça. C'est un jeune homme parmi des hommes, puis il joue comme un homme. Donc, incroyable qu'un défenseur à 22 points en 34 rencontres, à une année recrue qui n'avait jamais joué avant. Oui, on a Adam Fox qui est bien meilleur, j'ai pas de problème, très offensif, mais n'a pas cette qualité-là de défenseur robuste. Et écoute, moi, je trippe à regarder les Red Wings cette année. Pourquoi? Parce que je vois le futur qui s'en vient tellement bien. Puis il y a d'autres surprises qui s'en viennent en bas aussi. Donc, moi, c'était entre Zegras et Sider, mais je pense que Sider a un plus grand impact sur les Red Wings présentement. c'est sûr que là, si on parle vraiment du Calder puis qu'on met les choses en contexte, j'aurais envie de le donner à Sider aussi parce que un défenseur qui est aussi offensif que ça sa première année, puis comme tu dis, qui amène le total package en plus, qui est robuste puis qu'il n'y a pas froid aux yeux, sais-tu, je vais changer mon idée puis je vais mettre Sider aussi parce que c'est beaucoup plus difficile pour les jeunes défenseurs comme ça d'être aussi offensif, Ouais. mais aussi de jouer quand même bien défensivement et être robuste. Fait que non, moi je vais y aller avec Sider aussi, ça serait un bon choix. Ben, en fait, les trois, c'est des bons choix. Les trois, c'est des bons choix. Ça Non, c'est ça. mais Ça se défend très bien. Là. de voir Sider qui produit autant sa première année, je pense que je vais y aller avec lui. Ouais. Non, moi aussi, je suis Et d'accord. honnêtement, chapeau à Steve Yzerman pour ce choix-là, parce que pour vrai, là, quand les Wings ont repêché ce défenseur-là, tout le monde riait. Parce que c'est un défenseur qui était classé plus dans le range de 15-20, peut-être 11 à 20, mettons plus dans ce bout-là. Yzerman a fait non, moi je le veux là, puis il l'a repêché, je pense, 5-6e, de quoi de même. Je vais dire ça tout de suite. Là, les gens, ils disaient, voyons, c'est un peu changeant comme choix. Puis honnêtement, c'est pas mal certain qu'il doit rire dans sa barbe là, présentement s'il y a une barbe, là, sinon il doit rire quelque part dans son cas, mais quel flair pareil d'avoir choisi ce défenseur-là 6e au lieu de le choisir le plus loin. Ben, en fait, au lieu de le laisser aller puis qu'une équipe le choisisse plus loin. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et ma dernière question, puis on en parlait avant, c'est la plus dure que j'avais besoin de faire. C'est pas la troisième? Non, c'est la quatrième. Quatrième question que je m'en vais là. C'était quoi la troisième? Troisième, c'était le Calder. Puis la deuxième? C'était Metropolitan Rangers. Ah, ok, oui, c'est bon. Je fais même plus compte. Price, la première. C'est correct. Ok, c'est bon. C'est correct. On retourne en 2009. Ça veut pas que le podcast finisse pour ça. C'est correct, ça finira pas. On a d'autres sujets, si tu veux. D'ailleurs, il y a un sujet qui vient de sortir, qui est un bon point d'un journaliste américain. Là. C'est rare que les Américains nous défendent au Québec, tout au Canada, mais ça, c'est un bon point. Je vais en parler juste après avant de finir. Donc, on revient au repêchage 2009. Suivais-tu le repêchage en 2009? Ça, c'est le repêchage de Tavares, Edman, Duchesne et compagnie. Tabarouette, il est fort, je vous dis, les gars. À un moment donné, je vais le pogner. Peut-être le repêchage de 82. Mais, ben là, non. Écoute, on se ramène là. Comment tu veux que je suive ça? C'est pour ça que je te dis ça. Je te nomme 3 joueurs. Je vais te donner les rangs de sélection. Tu me diras quel tu prends premier, deuxième ou troisième aujourd'hui. OK, vas-y. Ça marche? Ouais, vas-y. Darcy Kemper, 161e.
OK. Ça part voir. 161e avec les Red Deers, les Rebel Red Deers. OK. Mm-hmm. Deuxième, Craig Smith, 98e. Choisi par Nashville quand il jouait avec les Hawks, les Blackhawks de Waterloo. Et le troisième, Anders Lee, 152e, repêché par les Highlanders alors que je joue pour Minnesota. Bon, quel que je choisis parmi ces trois-là? Je vais enlever Kemper de l'équation tout de suite parce que c'est un gardien qui est à risque de blessure. Puis, présentement, il joue avec l'Avalanche Colorado. Puis, c'est pas si jojo que ça. Là. On pensait tous qu'il allait péter des scores avec l'Avalanche, mais finalement, il était peut-être mieux en Arizona avec une équipe plus tight, plus défensive qu'avec l'Avalanche. Craig Smith, ça, c'est le genre de joueur que. On dirait que tu regardes ça, puis il est comme sans saveur, sans odeur, sans rien, mais il récolte des points pareils. Fait que, tu sais, il. 371 points en 737 points. Je jouais avec Anders Lee. Je pense que c'est lui qui avait le plus de potentiel offensif. Puis, c'est sûr que les Highlanders, ça ne lui rend pas trop service parce que l'équipe en général, c'est pas une équipe qui est reconnue pour être offensive. Mais, ouais, ce serait mon pick. Je dirais qu'Anders Lee. Anders Lee, 543 parties jouées, 194 buts, 138 assistances, 332 points, 323 minutes de punition. Donc, je voulais le voir parce que des fois, on va chercher des joueurs qu'on pense pas qu'ils vont être aussi importants. Anders Lee a quand même été un joueur important des Highlanders pendant longtemps. Mais moi aussi, je mettrais Anders Lee en premier. Je mettrais Kemper en deuxième puis Craig Smith en troisième. Donc, je ferais ça intéressant. C'est toujours dernière petite nouvelle. Les exercices de repêchage de même, honnêtement, j'en ferais. Tout est bon là-dedans. Moi, les mock drafts, là, j'en ferais tout le temps. Ouais, moi, tu me perds si tu me fais ça. Je suis pas si fort que ça. L'autre affaire que je voulais parler, c'est Anthony Sanfilippo qui travaille aux États-Unis. Donc, on sait que le match de ce soir des Ducks des Red Wings a été cancellé à cause qu'il y avait 5 joueurs des Ducks qui étaient sur le protocole de la COVID. Et on se rappelle, on en a parlé tantôt, que le Canadien en avait 13 le 1er janvier. Donc, on crée l'injustice même dans le sud de la frontière. Donc, une petite dernière nouvelle rapide là, disant que ma réponse de tantôt qui disait qu'on avait 3 chances différentes de le voir, mais on voit qu'il y en a qui voient ça du côté que ça fait pas de sens. La nationale perd leur sang-froid, mais tu sais, du côté de la Ligue, on dirait qu'on essaye juste d'être en mesure de jouer le plus de matchs possible pour avoir à en reprendre le moins possible, au détriment justement de la logique de ben là, tu en as 14 qui sont sur le protocole. Peux-tu. Mais tu sais, en même temps, c'est comme tu dis tantôt, ça se peut que la Ligue ait demandé à l'équipe au CH, voulez-vous jouer ce game-là, puis que le CH a dit oui. Mais là, rendu là, c'est le CH qui est cabochon de dire oui, en moins qu'il soit aussi futuriste que moi, puis qu'ils disent ouais, mais attends une minute, si on joue là, on perd tous les games. Shane Wright, ça s'en vient. Mais je sais pas. Honnêtement, c'est le genre de choses qu'on ne pourra jamais savoir parce qu'évidemment, c'est dans les coulisses. Puis malheureusement, on n'est pas encore assez big pour être insider, Stéphane, malheureusement. On aimerait ça. Peut-être à 2023. un petit 2023, ça serait pas pire. Mais si, honnêtement, la Ligue a vraiment offert aux Canadiens de jouer ce match-là, puis le Canadien a dit oui, ben là, rendu là, mérite un peu ce qui arrive là, présentement. Parce que, tu sais, moi, ce que je comprends pas, c'est que le Canadien, honnêtement, il joue une game, t'en as 3 qui pognent le COVID. Ah, on va rejouer une autre game, il y en a 4 autres qui pognent le COVID. Ben là, vous n'avez pas envie de juste faire un petit time-out, canceller une coupe de game, puis attendre que ça passe, puis qu'on recommence le tout. Là, tout le monde l'a pas. Hey, Braden Baddock joue sa première game NHL, le lendemain, test positif COVID. Ben là, bravo. Ah oui, c'est n'importe quoi. Ah, en tout cas, regarde, Ils sont tous dans la même affaire. Regarde, on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. C'est pas nous autres qui contrôlent le club, mais honnêtement, avoir tous les joueurs qui sont passés là, d'après moi, ça doit achever chez le Canadien. Parce que d'après moi, pas mal tout le monde est rendu sur la liste. Là, Et je pense qu'on a voulu faire une collective. Là. J'en avais pas parlé tantôt parce qu'on a changé de sujet, mais je pense que c'est ce qu'on voulait faire pour le Canadien de Montréal. On s'est dit qu'en arrêtant d'ailleurs les activités jusqu'au 8 janvier, là, inclusivement, là, dans le fond, ils décident de recommencer demain. Ils vont recommencer le 9 finalement. Il y aura une pratique le 9. Ils vont jouer le 12 à Boston. Ils ne joueront pas, je pense, c'est le 14 à Montréal ou le 15 a été reporté. Mais je pense que ce qu'on a voulu faire, c'est que, OK, garde, tout le monde le pogne, merci, bonsoir, on n'en parle plus. Parce qu'il ne faut pas oublier que si le joueur a eu la COVID, il ne sera pas testé jusqu'à la fin de la saison parce qu'il va tester positif anyway.
Donc, peut-être qu'on a voulu balancer les tests positifs aux poubelles. Puis on a vu aussi que ça a sûrement affecté le gouvernement du Québec aussi parce que les joueurs canadiens avec la Ligue nationale pas les joueurs canadiens, mais la Ligue nationale a voté pour un 5 jours seulement et non 10 jours de protocole COVID. Et bizarrement, on a fait la même chose ici pour les asymptomatiques. Donc, je pense qu'on a peut-être voulu, OK, let's go, on se fait un gros souper, tout le monde prend la COVID, puis on n'en parle plus, puis on a nommé 4-5 autres. Là, on a eu 3-4 de plus 3 jours après. Tu as vu ça partir. Là, il y en a eu plein, là, Harvey Pinard, puis ça finissait plus. Là, il y en a eu 5-6 de plus. Donc, je pense qu'on a peut-être voulu dire, OK, regarde, tout le monde va pogner, tout le monde se soigne, on n'en parle plus, puis on recommencera le 12. Donc, c'est ça qu'on a voulu faire. D'autres décisions douteuses du Canadien. Juste en terminant, je vais te lancer sur une autre piste que c'est mon père qui me disait ça. Puis, tu sais, au début, tu dis, ah, voyons, là, tu capotes, là, mais en même temps, si, mettons, t'es un petit peu complotiste, là, mettons, là, pour ceux qui nous regardent, là, on a un petit complot quelque part, là. Mon père, il disait, ouais, mais il dit, sais-tu pourquoi que le Canadien, les games sont pas cancellés sur la route? Il dit, tu sais, tu penses à ça, le Canadien, c'est une des équipes qui rapporte le plus d'argent dans la Ligue. C'est une équipe que les gens se déplacent pour aller voir jouer. Ouais. La NHL a besoin d'argent, elle ne veut pas perdre trop d'argent. Tu t'empêches le Canadien de jouer sur des matchs sur la route. Parce qu'évidemment, à Montréal, ils ne font pas plus d'argent parce qu'il n'y a pas de partisans. Non. Mais aux États-Unis, ils ont des partisans. Ouais. Qui dit c'est des revenus de plus quand même pour la Ligue, laisser le Canadien jouer. Fait que c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont peut-être pas offert aux Canadiens d'arrêter de jouer, parce que sachant que le Canadien engendre de l'argent pendant ce temps-là, parce que les gens, tu sais, mettons, tu vas en Floride, tu vas avoir plus de partisans du Canadien que tu vas avoir des partisans des Panthers. C'est ce que je m'en allais dire. Tu t'en vas à Tampa, même chose. Ben, pas même chose, mais tu as quand même une couple de personnes qui vont voir le Canadien là. Ouais. Là, j'étais comme, c'est pas fou, mais je suis pas sûr que c'est ça. Mais c'est pas fou. C'est une belle réflexion quand même. Non, c'est une bonne réflexion, puis bravo à ton père, parce que regarde les 4 derniers matchs, incluant celui de Boston, le 12 qui vont jouer. Canadien-Boston, c'est toujours une rivalité. Panthers-Canadien est toujours, surtout dans le temps des fêtes, c'est toujours bourré de Québécois. Puis encore cette année, il y en a qui sont partis avant que leur corps soit fait au Québec. Fait qu'il y en a eu plein. Tampa Bay Canadien, c'est l'ancien final de la Coupe Stanley l'année passée. C'est sûr que c'était pour marcher. Puis on a eu Hurricanes, c'est Canadiens qui fonctionnent toujours les Hurricanes. Quand on s'en va jouer là-bas, il y a toujours plus de partisans. Et aussi avec la saga Kotkaniemi, ça fait une mini-rivalité maintenant. Exactement. Donc avec les réseaux sociaux, des affaires comme ça. Donc si tu regardes les 4 derniers matchs, on inclut Boston le 12. C'est 4 rivalités ou 4 matchs qu'habituellement... Écoute, ton père n'est pas fou, je suis pas complotiste. J'adore les complots, par exemple. J'aime les documentaires là-dessus. Je l'ai dit, mais écoute, je sais pas, c'est pas une mauvaise réflexion. J'aime bien ça. Écoute, Stéphane, épisode numéro 12 est maintenant dans la boîte. On the book. Et voilà. Et je répète, 2023, c'est notre année. On va devenir accrédité NHL. Et c'est bon. C'est du sacre. Mais ouf, je serais heureux. Je serais très heureux. Mais sans faire, c'est un gros merci encore une fois de ta collaboration. Yes. Hey boy, je me sens fâché dans ce mot-là. Dans ta collaboration. Tabarouette, il est quasiment 11 heures, ça paraît. Donc, on se retrouve la semaine prochaine encore une fois pour un autre épisode du podcast Hockey sur demande. Encore une fois, j'invite les gens, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le dès maintenant. C'est gratos, puis nous autres, on est bien heureux. Donc, allez-y en grand nombre. Regardez tous nos podcasts. On est rendu à 12 épisodes et ce n'est que le commencement. Oh yes, on en a pour longtemps. Puis merci encore à tout le monde. Une bonne année. Merci à Max. On souhaite un 2022 encore plus fort, puis on ne vous lâche pas. On continue à regarder pour avoir des entrevues aussi avec d'autres personnes. Donc, on commence. Si tu train va loin, on commence. On est 2 personnes qui ont des sites web ou qui avaient des pages Facebook quand même reconnues, mais là, on commence de parmi la grosse marmite de podcasts qu'il y a au Québec pour le hockey, puis ça nous fait plaisir de faire ça à chaque semaine. C'est une mention honorable pour moi, puis ça me fait plaisir de faire ça avec toi, mon Max. Yes, donc on se retrouve la semaine prochaine, tout le monde, et dernier souhait pour 2022, et ce serait ça en 2 mots, Shane Wright. J'ai pas dit quelle équipe? Ben, j'ai dit Shane Wright. Ben non, ouais. Un autre 2 mots, CH. 2 lettres. Mettons dans un bleu, blanc, rouge, là, ça y ferait bien. Je vous le souhaite. Ciao tout le monde. Allez, salut.